Mais cela nous rappelle que l'immense majorité de nos élus locaux exercent dans des territoires ruraux ou périurbains, souvent en première ligne, souvent seuls et souvent avec peu de moyens. Et ce texte, dans sa philosophie, s'adresse avant tout à eux. Mais oui, il y a une usure rapide de l'engagement, quand l'énergie des premiers mois cède la place à la lourdeur des responsabilités, aux injonctions contradictoires, aux obstacles normatifs, à l'impossibilité de financer un projet pourtant urgent et utile, au manque d'ingénierie, et parfois même, et beaucoup trop souvent, à la violence verbale, morale, physique. L'élu local, c'est le premier recours, c'est le dernier rempart, c'est l'éternel responsable. Un chien errant, une inondation, un voisin bruyant, un commerce en difficulté, un arbre au milieu de la route, on appelle le maire ou l'adjoint qui dort avec son portable de permanence sur sa table de chevet. Et pourtant, leurs indemnités restent dérisoires. Entre 1 000 et 2 600 € bruts pour un maire de petite commune, souvent moins que les agents qui l'encadrent. Entre 400 et 1 100 € pour ses adjoints, alors qu'ils sont présents à tous les chantiers, tous les conseils, tous les imprévus. En commission des lois, nos échanges ont été riches, respectueux et constructifs, bien au-delà des appartenances politiques. Et nous avons partagé une conviction. Reconnaître l'engagement des élus locaux, ce n'est pas ouvrir une boîte à privilèges, c'est réparer une injustice. Nous avons également évoqué la question de l'après-mandat, valoriser les compétences acquises, sécuriser les périodes de transition, c'est légitime. Mais force est de constater que seuls 173 élus ont pu bénéficier de l'allocation de fin de mandat. En 2020, cela dit tout du fossé entre le droit théorique et la réalité. Un mot aussi sur la DPEL, la dotation pour les petites communes. Étendre son usage sans augmenter les crédits, c'est déshabiller les plus vulnérables pour habiller les autres. Il faudra faire preuve de responsabilité budgétaire. Enfin, permettez-moi quand même de dire un mot sur la méthode. Près de la moitié des amendements ont été écartés au titre de l'article 40 et pourtant ce texte est entièrement gagé au dernier article. Nous ne pouvons qu'en réduire la dépense sans pouvoir proposer un euro supplémentaire, même gagé, et c'est profondément frustrant. Chers collègues, ce texte n'est pas une réponse magique, mais il peut être un signal fort. Nos élus locaux ne demandent pas des privilèges, ils demandent du respect, de la reconnaissance et les moyens de continuer à servir leur commune dans des conditions dignes de notre République qu'ils honorent à chaque instant. À nous d'être à la hauteur de leur engagement. Je vous remercie. Mais je vais retirer cet amendement au profit effectivement du 710 qu'on a pu travailler avec le gouvernement et qui aboutit peu ou prou au même résultat et qui évite de revaloriser encore une fois les grosses indemnités. Et donc, ça réduit un peu plus l'écart qui n'est pas justifié par la différence de suggestion. Et dernière chose, je pense que c'est vraiment très important. Les débats avaient été très intéressants en commission des lois. On avait pu cheminer dans ce sens-là. Et on reproduit l'objectif de la loi de 2019, engagement et proximité, pour continuer à réduire, encore une fois, cet écart indemnitaire qui était, avant cette loi, je le rappelle quand même, de 1 à 8,53. Après 2020, ça a été ramené à 1 à 5,69. Donc, il faut qu'on continue dans ce sens-là. Et je retire cet amendement. Ça crée ainsi une différence de traitement avec les autres élus locaux, différence de traitement qui est non conforme aux exigences constitutionnelles d'égalité. Et donc, pour renforcer la cohérence, la lisibilité et la transparence du régime indemnitaire des élus locaux, le présent amendement étend cette nouvelle rédaction à l'ensemble des mandats locaux visés par les dispositions législatives du CGCT. Je vous remercie, madame. C'est un peu un serpent de mer, je vais dire, depuis plusieurs années. On en parle. Alors, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Que les maires des plus petites strates soient davantage revalorisés que ceux des plus grosses strates et qu'on s'arrête à 20 000 habitants. À ce moment-là, mes chers collègues, aussi, il faudra qu'on accepte qu'il y ait une deuxième délibération pour qu'on reprenne cet article premier qui ne s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu. Et cela présente une faille, en fait, dans le principe de parité. Aujourd'hui, on a une obligation d'alternance de sexe pour désigner les adjoints. On est d'accord. L'enveloppe indemnitaire est bloquée aux indemnités maximales du nombre d'adjoints en poste. Et si on a droit, par exemple, à 6 adjoints, mais on n'en a que 2, on a le droit de le faire, 2 hommes, 2 femmes, et qu'ils sont indemnisés au maximum,
il n'y a plus aucune enveloppe disponible pour indemniser les conseillers délégués. Et avec la PPL, l'ouverture de l'enveloppe au maximum d'adjoints théoriques, même si l'on a moins en poste effectif et si on a 4 adjoints, 2 hommes, 2 femmes, on a une enveloppe équivalente aux indemnités de 2 adjoints pour indemnité des conseillers délégués sans parité obligatoire. Et donc, ça ouvre la possibilité, alors si on prend un cas extrême, un maire qui a droit à 6 adjoints, il peut en désigner qu'un seul, c'est le minimum autorisé, admettons qu'il désigne un homme, et 5 conseillers délégués, 5 hommes, indemnisés au même taux. L'immense majorité des maires ne le font pas, mais si on n'ajuste pas, il y a effectivement cette possibilité. Alors on peut voter des lois effectivement sur la parité. Alors moi personnellement, je n'étais pas super fan, je vous avoue, de la parité pour les communes de moins de 1000 habitants. Mais là en revanche, on a des cas pratiques où il peut avoir des biais. Donc je trouverais ça très regrettable qu'on ne mette pas effectivement tout en œuvre pour faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Et franchement, c'est pas en plus des contraintes supplémentaires. On est toujours sur les frais de transport des élus et leur remboursement. Évidemment, il est souhaitable et souhaité ce remboursement, mais, et on ne cesse de le dire, enfin on est un certain nombre à le dire, l'usage rigoureux des deniers publics impose quand même, c'est le minimum, que ces déplacements soient indispensables. Et aujourd'hui, on a quand même, vous en conviendrez parce qu'on est les premiers à l'utiliser quand même, de nombreuses réunions d'instances ou de comités consultatifs qui proposent des alternatives en visio, en audioconférence. Et on pense que dans certains cas, ces moyens de visio peuvent être et doivent être privilégiés pour éviter toute dérive et tout automatisme. Je profite de cette prise de parole quand même pour m'étonner de tout ce qu'on est en train de voter, mes chers collègues. On peut avoir envie de se faire plaisir et évidemment, j'allais dire, de faire plaisir à nos élus. On l'a dit, redit, on connaît leur engagement sans faille. Mais à un moment, il faut quand même, et c'est difficile, mais on est quelques-uns à essayer de le faire ici ce soir, faire preuve de responsabilité. On impose au final énormément de nouvelles dépenses à nos collectivités territoriales en ce qui concerne les indemnités, en ce qui concerne la formation, en ce qui concerne par exemple le remboursement d'un certain nombre de frais. Évidemment, cela va dans le bon sens, mais tout cela pèse sur les collectivités, comme l'a dit un collègue tout à l'heure. Eh bien, naturellement, les collectivités vont se retourner vers l'État à un moment donné. Et quand on est en train de dire justement qu'il faut faire très attention à notre budget national et qu'on demande aux Français de faire attention, je trouve qu'on fait preuve d'une certaine irresponsabilité. Merci, Madame la députée. Mes chers collègues, une question, une seule. Est-ce que vous avez déjà entendu un des maires de votre circonscription dire que ce qu'il souhaitait avant tout pour améliorer le statut de l'élu, c'était un module de sensibilisation et d'information sur les risques psychosociaux et la santé mentale des élus locaux? Veuillez m'excuser, je ne l'ai jamais entendu. Qui plus est, j'ai travaillé pendant 10 ans pour l'Association des maires ruraux. Ce n'est pas ce qu'attendent... Permettez que je m'exprime. Allez-y, Madame la députée, allez-y, calmez-vous. Donc, ce qu'ils veulent, nos élus, et ce qu'ils attendent de cette loi à travers un statut qui est effectivement attendu depuis très longtemps, c'est qu'on leur donne la possibilité d'exercer leur mandat tranquillement. De quoi ils nous parlent ? Ils nous parlent qu'on leur laisse la paix avec des inflations normatives, qu'ils ne savent plus comment faire. Et effectivement, ils sont soumis de plus en plus à un certain nombre de violences et de pressions. Mais ce n'est pas à travers ces sensibilisations que ça va arranger quelque chose, mais que, effectivement, la République les protège, soit présent à côté d'eux et ne leur propose pas des choses qui, au final, n'amélioreront absolument pas leur mandat d'élu. Bien, je vais passer... Là, depuis lundi soir, en examinant ce texte de loi, on a augmenté un certain nombre de dépenses, tant des collectivités que de l'État. Il y a zéro simplification et on impose en fait encore plus de choses aux maires. On a été un certain nombre à le dire ici. Alors nous, on essaye de continuer à faire preuve de responsabilité,
même si je vous avoue, ça me semble de moins en moins répandu sur ces bancs. Et donc cet article, oui, il propose donc de supprimer les CESU pour les membres hors exécutif. Parce que si on reprend ce 16 bis, cet article propose de potentiellement permettre le remboursement de chèques emploi-service, potentiellement, à 460 000 élus, en plus des quelques 170 000 élus membres de l'exécutif. Or, c'est potentiellement. On a 0 étude d'impact. Donc sincèrement, moi, ça me semble absolument inenvisageable, notamment pour les plus petites communes, pour lesquelles, encore une fois, l'impact budgétaire peut être très important. Et par ailleurs, il faut prendre garde à ce type de disposition qui peut avoir un effet inverse de celui escompté. En effet, un maire expérimenté pourra par exemple écarter à regret de jeunes parents de sa liste, connaissant, hélas, l'impact sur un petit budget. Alors, mes chers collègues, sur cet article, on ouvre le droit à l'allocation de fin de mandat aux maires des communes de moins de 1000 habitants et adjoints des communes de moins de 10 000 habitants. J'allais dire fort bien, et même la belle affaire. On va avoir de nouveaux cotisants. 24 968 maires et 127 604 adjoints qui cotiseront mais n'auront droit à rien. Parce que la première condition pour toucher cette allocation, c'est d'être salarié au moment de son élection et de quitter totalement son emploi. Et est-ce que l'on quitte son emploi quand on a une indemnité de 400 à 1000 euros, disons? Alors donc, ces élus, ils vont cotiser pour payer au final l'allocation des présidents de région, de département et des maires des grandes villes. Rien ne va au final dans cette allocation, elle ne protège personne et surtout, elle ne protège pas ceux qu'elle devrait protéger. Et donc, un maire qui ne travaillait pas au moment de son élection, il peut faire 1, 2, 3 mandats, cotiser au final pendant 18 ans et se retrouver sans rien à l'issue du jour au lendemain. C'est impensable, ça n'existe nulle part ailleurs. En 2020, lors du dernier renouvellement, seuls 173 élus en ont bénéficié. Exclut tous les maires qui ne travaillaient pas au moment de leur élection, exclut ceux qui avaient conservé une petite activité pour améliorer leurs 1000 euros d'indemnité, exclut les étudiants, exclut la mère de famille qui élevait ses enfants et s'était arrêtée de travailler lorsqu'elle a été élue. Alors, j'avais déposé des amendements dont aucun n'a passé l'article 40 parce que j'obligeais la Caisse des dépôts à dépenser une cagnotte qui n'est pas utilisée. Et pour votre information, le niveau de trésorerie du fonds d'allocation des élus en fin de mandat est quand même de plus de 7 millions d'euros. Alors j'appelle vraiment le gouvernement à revoir ça dans la navette. Il faut absolument faire sauter cette condition d'avoir quitté son emploi. Je vous remercie. Bravo. Monsieur le rapporteur, vous m'avez dit ça ne s'adresse qu'aux élus des communes de plus de 1000 habitants. Mais non, justement, non. Dans cet article 26, on l'ouvre aussi aux élus des maires des communes de moins de 1000 habitants. Et c'est en ça que c'est incroyable, parce que ce sont des élus qui vont cotiser et qui n'auront jamais le bénéfice de leur cotisation. Et c'est là où je trouve ça complètement incroyable. Et je m'insurge contre ce dispositif. Première chose. La seconde chose, pour rebondir sur ce que disait Madame la Ministre à très très juste titre, c'est-à-dire que les élus n'en ont même pas connaissance. Et là, je trouve qu'il y a aussi une distorsion, parce que par exemple, nous, chers collègues députés, on cotise aussi à ce fonds. Mais on a, vous irez regarder, sur vos feuilles d'indemnité, marqué cotisation FAMDRE sur vos bulletins d'indemnité. Donc si à minima ça figurait sur les feuilles d'indemnité de nos élus, je pense qu'ils auraient la curiosité d'aller voir ce dont il est question et donc d'y faire appel. Très bien. Le rapport de gestion du fonds donne de nombreux chiffres qui permettent d'évaluer l'utilisation du fonds, même s'il est très largement sous-utilisé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce rapport ne précise pas ni le nombre, ni la qualité des bénéficiaires. De la même manière, je vous ai dit tout à l'heure que les maires qui en auraient le plus besoin n'en bénéficient pas. Et ce rapport de gestion ne précise pas non plus les strates auxquelles appartiennent les communes pour lesquelles les anciens maires et adjoints bénéficient de l'allocation. Et par exemple, les rapports qui sont présentés en 2020-2021
lors des renouvellements généraux laisse présumer que pour bénéficier de fonds, il soit nécessaire d'avoir eu un niveau indemnitaire élevé. On y voit par exemple que 26 présidents et vice-présidents de conseils régionaux et départementaux en ont bénéficié sur 1525 éligibles, contre, je le redis, contre seulement 173 maires et adjoints sur 34 284 éligibles. Nous proposons donc, avec cet amendement, de préciser qui bénéficie du fonds et qui ne peut jamais en bénéficier. Là, on arrive un peu au point névralgique de ce texte de loi, et c'est ce qu'on ne cesse de dire depuis quelques jours avec mon groupe Les Démocrates. C'est-à-dire qu'on s'est fait plaisir, qu'on a créé plein de nouvelles, alors non seulement obligations, mais dépenses auprès de nos collectivités. Certains avaient en tête en se disant, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas le budget de l'État, les maires et les élus vont bien se débrouiller et puis gratter leur fond de tiroir à eux. Et là, on se dit, ah bah non, effectivement, on peut pas donner des nouvelles obligations à nos élus, donc État, il va falloir que tu répondes présent, parce qu'on sait très bien que sinon les maires, à juste titre, vont nous demander, j'allais dire, de rendre des comptes. Donc c'est, que fait-on? Et c'est encore une fois la raison pour laquelle nous, on a essayé, on n'a pas réussi, d'être responsable et de faire les choses correctement, parce que là, on voit bien qu'on est coincé. Le groupe Les Démocrates tient tout d'abord à saluer l'engagement sans faille des maires et de l'ensemble des élus locaux qui font vivre notre République dans chaque territoire avec courage, dévouement et bien souvent au prix de sacrifices personnels. Alors oui, cette proposition de loi répondait initialement à une attente ancienne, celle de voir enfin reconnu un véritable statut pour les élus qui permettent à chacun, y compris dans nos plus petites communes, de s'engager dans la vie publique sans être pénalisé dans sa vie professionnelle, personnelle ou financière. Et il est plus que légitime que nos élus locaux bénéficient des mêmes droits que leurs concitoyens. Mais si l'intention était juste, les débats parlementaires ont ouvert une boîte de Pandore. Nous avons assisté à une surenchère de mesures qui, loin de renforcer l'engagement local, risquent de faire exploser les dépenses publiques à rebours des efforts que nous demandons sans cesse aux Français et qui risquent de jeter à la méfiance populaire des élus qui ne demandaient pas cela. Et pire encore, une partie de ces charges nouvelles pèsera directement sur les finances communales déjà sous tension. Et il est évident que les maires se tourneront légitimement vers l'État pour obtenir une compensation. Mais quelle réponse leur donnera-t-on demain face à cette nouvelle complexité et à ces coûts supplémentaires? Et quand l'État compensera, que dire à nos concitoyens à l'heure de rigueur budgétaire? Ce que les maires attendent, ce n'est pas un empilement de droits ou de dépenses supplémentaires. Ce qu'ils attendent, c'est plus de liberté et moins de contraintes, plus de soutien et moins d'injonctions. Ils veulent de la confiance, pas une bureaucratie renforcée et pas des privilèges injustifiables. Tout au long de l'examen de ce texte, notre groupe, Les Démocrates, a tenté de faire preuve de responsabilité. Fidèles à notre tradition de proximité avec les territoires, nous avons soutenu ce qui allait dans le bon sens, mais nous n'avons pas voulu cautionner une dérive budgétaire dangereuse et une démagogie qui se retournera contre les élus que cette loi est censée encourager. C'est pourquoi, malgré notre attachement indéfectible aux élus locaux et parce que justement nous y sommes fondamentalement attachés, nous avons choisi de nous abstenir sur cette loi en l'état. Nous permettrons ainsi à la navette de se poursuivre. Nous sommes prêts à voter un texte qui serve les élus et non qui les fragilise, qui soit crédible et non un miroir aux alouettes. Et nous faisons confiance à la navette qui permettra, nous l'espérons, de redonner de la raison et du sens à ce texte. Je vous remercie. Merci Madame Broca.